Madame, Monsieur, amis de Port-Royal, la diversité des thèmes que nous vous proposons depuis quelques semaines dans ces minutes ne parviennent pas à épuiser notre sujet, tant les sources sont riches, variées et le plus souvent fiables. La mémoire de Port-Royal éblouit par l'étoffe des figures qui le composent, mais aussi par le talent de ses écrivains et par l'actualité du dialogue spirituel et intellectuel qu'il nous propose. Ce corpus historiographique ne s'est pas constitué spontanément. Le recueil des sources, des témoignages, puis l'élaboration des premiers mémoires ou relations sur l'histoire du monastère sont le résultat d'un long travail de transmission soigneusement organisé et qui a su trouver des relais au fil des siècles pour assurer la conservation de ce corpus et sa diffusion auprès du plus grand nombre. Vous surprendrai-je en vous révélant d'emblée que la majeure partie de ces relais sont des femmes. Religieuses ou vivant dans le monde, ces figures féminines ont œuvré à la transmission de la mémoire d'un monastère détruit pour le transformer en abbaye de papier, pour reprendre le titre d'une récente exposition au musée des Granges. C'est à la rencontre de ces belles amies de Port-Royal que je vous convie maintenant. Le XVIIe siècle est le temps de la collecte et de la copie. Lettres, relations, témoignages sont rassemblés et font déjà l'objet d'une première mise en forme pour servir à l'histoire de Port-Royal. Une figure s'impose naturellement, celle d'Angélique de Saint-Jean. Née en 1624, elle est la fille de Robert Arnaud d'Andilly, le frère aîné de la mère Angélique. Confiée dès l'âge de 3 ans aux religieuses de Port-Royal, Angélique de Saint-Jean est vite remarquée par sa tante Angélique, qui écrit à son sujet au père de la jeune fille, je cite, « qu'elle fera beaucoup de mal si elle ne fait pas de bien ». L'intelligence exceptionnelle, jointe à la maturité d'Angélique de Saint-Jean, la conduisent à prononcer ses vœux dès 17 ans, 1 an plus tôt que ce que prévoyait la règle. Son instruction étonne. Elle connaissait le latin, le grec, très certainement appris auprès des solitaires de Port-Royal, en particulier grâce à son cousin Antoine Lemaître, de 16 ans son aîné. C'est ce duo qui va donner l'impulsion de la collecte de documents relatifs à la mère Angélique, dont on veut célébrer la mémoire en tant que réformatrice. Nous sommes en 1652. Après les désordres de la Fronde, le calme est revenu. La communauté, répartie entre Port-Royal des Champs et Port-Royal de Paris, jouit d'une certaine tranquillité avant l'affaire du formulaire et la condamnation d'Antoine Arnaud. L'intention hagiographique ne fait pas de doute. C'est un dossier de canonisation que l'on constitue, du vivant de la religieuse, en demandant leur témoignage à des sœurs contemporaines de la Réforme et à la mère Angélique elle-même, en recueillant les confidences de la mère Angélique, c'est le rôle d'Antoine Lemaître, et en organisant un formidable piratage des lettres de la mère Angélique. Angélique de Saint-Jean nous l'explique. Monsieur Lemaître fit en sorte que Madame d'Aumont, belle amie de Port-Royal, s'employa pour retirer plus que l'on pouvait des lettres que la mère Angélique avait écrites à diverses personnes et à plusieurs communautés, mais surtout celles qu'elle écrivait à la reine de Pologne, presque tous les ordinaires, ce qui se fit par Monsieur Fleury, docteur de Sorbonne et confesseur de cette reine, à qui Madame d'Aumont écrivit afin qu'il lui fit transcrire toutes ces lettres avec l'agrément de la reine. Ce qui fut fait, sans quoi on n'en aurait pas une. Car la mère Angélique les écrivait sans aucun double, et d'ordinaire, c'était la nuit du vendredi que la poste devait partir. Il est vrai néanmoins que sur la fin, pour épargner la peine de les faire revenir de si loin, on les décachetait quelquefois pour les copier avant que de les envoyer. Fin de citation. On le voit, cette entreprise ne pouvait être qu'un travail d'équipe, coordonné par Angélique de Saint-Jean. La mère Agnès, la propre sœur d'Angélique, y prêtait son concours avec un zèle malicieux. Elle écrit ainsi à la sœur Marie-Dorothée de l'Incarnation le 1er août 1653, depuis Paris, où la mère Angélique venait d'arriver, ce qui risquait de compliquer sa tâche d'espionne. Madame d'Aumont vous mande l'arrivée de notre bonne mère en bonne santé, Dieu merci.
Elle a pris médecine aujourd'hui et écrit en Pologne. Ce sont bien des affaires tout à la fois, et dont il n'y a qu'elle qui soit capable. Il ne nous est point échappé de lettres à la reine pendant que notre mère était à Port-Royal des Champs. Mais je crains que nous ne puissions faire notre coup si aisément à présent, parce qu'elle écrit tard. Il y a plusieurs surveillantes établies pour cela. » Fin de citation. La même mère Agnès donne ses instructions à une de ses surveillantes, jeune religieuse, chargée de collecter les lettres et de les recopier. Je la cite. « Pour vos lettres, elles sont bien serrées et en plus en grande sûreté que si vous les gardez, parce qu'elles pourraient tomber entre les mains qui les ont formées et nous être ravies par elles-mêmes qui peuvent vivre plus que nous. La méthode que je tiens pour rassembler tous les petits fragments, c'est de leur donner un titre et de faire une page ou deux de chaque matière qu'on appellera, si l'on veut, des maximes. » Fin de citation. La mère Angélique n'était pas dupe de ce manège et fit part de sa désapprobation à la reine de Pologne dans une lettre du 3 juin 1654. Je la cite. « J'en ai senti de la douleur et de la confusion telle que si j'osais, je n'écrirais de ma vie à qui que ce fût pour arrêter le cours de ces niaiseries de filles. » Fin de citation. Si la mort d'Antoine Lemaître en 1658 interrompt ce travail de collecte, l'entreprise reprend de plus belle 3 ans plus tard à la mort de la mère Angélique, car comme écrit Angélique de Saint-Jean, je cite, « Le temps était venu où l'écriture permet de louer les saints et toutes les sœurs désiraient qu'on ne laissât pas effacer une mémoire aussi précieuse. » Fin de citation. C'est alors qu'est constitué le recueil des 1800 lettres de la mère Angélique en 3 volumes, conservés aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. La constitution de tels recueils de copies eut une conséquence fâcheuse, la disparition de lettres autographes, qui, une fois copiées, étaient détruites, le XVIIe siècle n'accordant pas à ces documents la valeur que nous y attachons aujourd'hui. Sur les 1800 lettres connues de la mère Angélique, seuls 50 autographes sont parvenus jusqu'à nous. Mais la figure d'Angélique de Saint-Jean va s'imposer dans toute sa gravité et sa profondeur dans la période qui s'ouvre par un coup de tonnerre. L'ordre du roi, en août 1664, de saisir et d'emprisonner 12 religieuses du monastère dans différents couvents parisiens, sanction de leur refus de signer le formulaire. Leur captivité s'achève en juillet 1665, date à laquelle celles qu'on appelle les non-signeuses sont rassemblées à Port-Royal des Champs et privées de sacrement. Elles emportent avec elles les volumes de relations et de lettres déjà copiés, mais Angélique de Saint-Jean suscite alors de nouveaux écrits de la part de ses sœurs, le récit de leur captivité, dont le plus célèbre est précisément celui d'Angélique de Saint-Jean, qui décrit la crise de doute et la mise à l'épreuve de sa foi qu'elle eut à traverser durant son emprisonnement. À la mort de la mère Agnès, on entame également des relations sur la sœur de la mère Angélique et sur l'histoire de Port-Royal en général. La crise de 1664 suscite donc des écrits d'une autre nature, centrés sur la persécution et la nécessité de la résistance. La littérature de combat côtoie désormais la littérature d'édification. Angélique de Saint-Jean relit et réécrit au besoin tous ces documents sur lesquels elle imprime sa marque. Je cite Jean Le Saunier. « Tandis que la réforme de la mère Angélique se foulait reconquête d'un passé, et l'historiographie de cette réforme redécouverte d'une histoire prestigieuse, l'esprit d'Angélique de Saint-Jean, plus résolument tourné vers l'avenir, influera sur la conception que Port-Royal se fera de son histoire. » Fin de citation. Ajoutons que si Angélique de Saint-Jean est l'âme de ce corpus port-royaliste, elle est servie par un groupe de religieuses efficaces et industrieuses, sans qui rien n'aurait été possible. En particulier la sœur Élisabeth de Sainte-Agnès-le-Féron, archiviste du monastère, dont on identifie l'écriture sur bien des copies et qui appose de fréquentes corrections sur les manuscrits, y compris ceux rédigés par Angélique de Saint-Jean elle-même, en particulier dans le journal de Port-Royal, rédigé de 1664 à 1697 et encore inédit à ce jour. C'est bien d'une confusion des mains et des cœurs que procède l'écriture de la mémoire à Port-Royal.
On garde aussi trace de la correspondance d'Angélique de Saint-Jean avec les messieurs de Port-Royal, auteurs de volumineux mémoires rédigés dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Citons parmi d'autres les mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, de Lancelot, les mémoires de Fontaine ou ceux de Pierre-Thomas du Fossé, ainsi que l'abrégé de l'histoire de Port-Royal, tous demeurés inédits pendant des dizaines d'années. À la fin du XVIIe siècle, le corpus port-royaliste est en fait comparable à un iceberg. Une petite partie a déjà été publiée, tandis que la plus grande part des productions demeure à l'état manuscrit. Abordons le XVIIIe, qui s'ouvre sur la destruction du monastère de Port-Royal des Champs. Le 30 octobre 1709, à 8 heures, la dernière religieuse, Marie de Sainte-Euphrasie-Robert, quitte le monastère. C'est le marquis d'Argenson, lieutenant de police, qui est chargé d'évacuer les religieuses et de vider les lieux, avant leur destruction qui débute quelques mois plus tard. Il emporte, entre autres, tous les manuscrits des religieuses. C'est alors qu'entre en scène une femme de 40 ans, Françoise Marguerite de Joncoux. Sans y avoir été pensionnaire, elle était une grande amie des religieuses de Port-Royal, et ses talents de latiniste lui avaient attiré les éloges de Nicole et de Germain Vuillard. On lui attribue les 5 lettres du Dame de qualité à une autre dame savante, publiées à Mons en 1696. Ces lettres sont semblables à des provinciales au féminin, où les interlocutrices affirment pouvoir discuter de traduction et de théologie, car, je cite, « elles ont de l'esprit et de la science, sans affecter de paraître savantes. » L'oratorien Pasquier-Quesnel l'appelait affectueusement « le petit coq », car elle habitait rue Coq-Héron, et témoignait d'un goût pour la controverse rare chez les femmes du temps. Grâce à ses bonnes relations avec le cardinal de Noailles et le lieutenant de police d'Argenson, Mademoiselle de Joncoux obtient de se faire remettre les manuscrits saisis à Port-Royal des Champs. Pour en assurer la conservation, elle en fait faire des copies et lègue par testament les autographes, en tout 72 volumes de manuscrits, aux bénédictins d'Onduret pour qu'ils soient conservés à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ces pièces originales resteront chez les bénédictins jusqu'à la Révolution française, où ils passeront à la Bibliothèque nationale, où ils se trouvent toujours. Mademoiselle de Joncoux meurt prématurément d'une fluxion de poitrine le 27 septembre 1715, à l'âge de 47 ans. Dans la foule des amis de Port-Royal qui se pressent à ses obsèques, à Saint-Étienne-du-Mont, se trouve une de ses collaboratrices, Marie Scolastique Le Seine de Téméricourt. Âgée de 44 ans, elle est une ancienne pensionnaire de Port-Royal et participe à la copie des manuscrits rapportés du monastère. Elle décide alors de consacrer sa vie à poursuivre l'œuvre de Mademoiselle de Joncoux. Rassembler et copier des documents sur Port-Royal pour compléter la collection des manuscrits légués à Saint-Germain-des-Prés. Mademoiselle de Téméricourt loge au couvent des Chanoinaises de Saint-Augustin, près de Saint-Étienne-du-Mont, dans l'actuel 5e arrondissement de Paris. Moyennant le versement d'une rente, elle dispose d'une chambre, d'un parloir, d'un cabinet, de 2 chambres à l'étage, d'une tribune donnant sur l'église, d'une cuisine donnant sur le jardin. Elle y vit pendant 15 ans, date à laquelle elle déménage quelques rues plus loin, toujours sur la montagne Sainte-Geneviève, chez son cousin, l'abbé d'Etmar. Encore plus que Mademoiselle de Joncoux, Mademoiselle de Téméricourt va laisser son empreinte sur les collections port-royalistes, car elle est à l'origine, avec son cousin, l'abbé d'Etmar, de la publication de plusieurs mémoires ou recueils de lettres entre 1730 et 1745, année de sa mort. Entourée d'une troupe de copistes, elle prépare, relit, annote, commente, propose des identifications lorsqu'une lettre est copiée sans nom d'auteur, ou relève une incohérence historique. Bref, elle effectue le premier travail d'édition de textes sur les manuscrits port-royalistes. Même si les principes d'édition ont évolué, ces publications ont été de précieux instruments de travail pour les historiens. Tous les ouvrages sont publiés clandestinement à Utrecht, avec la fameuse adresse
aux dépens de la compagnie, en référence à la compagnie de Jésus naturellement. Ces travaux serviront aussi aux grands historiens de Port-Royal du XVIIIe siècle qui écriront des histoires en plusieurs tomes de l'abbaye. Nous ne possédons aucun portrait de Mademoiselle de Théméricourt, seule sa haute écriture, facilement reconnaissable au fil des manuscrits de sa collection, tient lieu d'une présence attentive et agissante. À sa mort en 1745, une partie de sa collection passe à son cousin l'abbé d'Etmar, réfugié en Hollande. Les documents sont aujourd'hui encore conservés aux archives de la ville d'Utrecht. L'autre partie de la collection Théméricourt passa à l'avocat Adrien Lepage et constitue le noyau des collections de l'actuelle bibliothèque de la Société de Port-Royal. Ruiné par la Révolution, l'avocat Lepage dut vendre sa bibliothèque à deux amis, Roch et Amable Paris, qui constituèrent la Société Saint-Augustin. C'est ainsi que les fonds de Mademoiselle de Théméricourt et de Louis-Adrien Lepage rejoignirent une autre collection exceptionnelle, celle de l'abbé Grégoire. L'ensemble de ces fonds fut tout d'abord réuni rue du Cloître Saint-Benoît avant d'être installé au 169 de la rue Saint-Jacques en 1868. L'adresse actuelle de la bibliothèque de la Société de Port-Royal. Là, les demoiselles Sophie et Rachel Gillet, dans la lignée de ces femmes dévouées au souvenir et à la connaissance de Port-Royal, ont dressé des catalogues, lus, triés, classés et sont à l'origine de plusieurs publications, dont les lettres de la mère Agnès qui sert toujours d'ouvrage de référence. Elles avaient en outre constitué une collection privée de livres et de tableaux qui finirent par échoir par le jeu des successions, en partie à l'église d'Utrecht, en partie dans des fonds privés et en partie à la Société de Port-Royal en 1875 et 1877, date de la mort respective de Rachel et de Sophie. Leur successeur, Augustin Gazier, fut un grand historien de Port-Royal. En charge de la bibliothèque de 1860 à 1922, Augustin Gazier y fit entrer sa nièce Cécile Gazier en 1902. Elle réalisa le catalogue de l'ensemble de la bibliothèque sur fiche papier et composa plusieurs ouvrages sur Port-Royal, dont l'histoire du monastère de Port-Royal récemment réédité, les belles amies de Port-Royal et, après Port-Royal, l'ordre hospitalier des Sœurs de Sainte-Marthe de Paris. À sa mort, en 1936, c'est sa cousine Marie Gazier, fille d'Augustin Gazier, qui reprit le flambeau jusqu'en 1966. Je vous invite à consulter le site de la bibliothèque de la Société de Port-Royal pour faire connaissance avec les autres figures féminines qui ont veillé à la conservation des fonds puis à l'informatisation du catalogue depuis les années 1980. Ce rapide survol de 3 siècles nous a conduit de la cellule d'Angélique de Saint-Jean, en vallée de Chevreuse, jusqu'au catalogue informatisé des bibliothécaires du 169 rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. À Port-Royal, tout est affaire de transmission, et cette transmission s'est faite par les femmes. Les mères supérieures à leurs filles religieuses, les maîtresses des enfants à leurs pensionnaires. À la mémoire de la mère Angélique et de sa réforme, s'est superposée une littérature de combat, car Port-Royal ne dut pas seulement édifier, mais informer et convaincre. Les quelques figures de femmes que nous avons présentées s'y employèrent leur vie durant, dans la vie religieuse au XVIIe siècle, puis dans un célibat quasi consacré à la cause de Port-Royal au siècle suivant, formant une communauté d'esprit et de cœur qu'Angélique de Saint-Jean exprimait déjà dans une lettre à son père, M. d'Andilly, en 1672, je la cite, « Je ne prétends plus rien gagner par mes paroles, mais par mes prières, qui pourront obtenir que Dieu vous mette dans le cœur pour Port-Royal ce que Port-Royal a pour vous dans le sien. » Je vous remercie.